La dernière chose que ma fille a vue, c'est mon fantôme. Elle n'a pas su que c'était moi. Pas tout de suite. Pour elle, je n'étais qu'une silhouette dans le coin de son nouveau café. Ridiculement cher. Une vieille femme aux cheveux d'argent, sirotant un café noir. Le regard perdu vers la perfection manucurée du Marais à Paris. Je la regardais évoluer dans la pièce. Reine de son minuscule royaume sur mesure. Son sourire était éclatant et étudié. Celui qu'elle réservait aux clients qui transpiraient l'argent et l'influence. Il n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ses yeux étaient vides. Je connaissais ce vide. Je l'avais vu grandir au fil des ans. Une minuscule fissure devenue un abîme. Elle se déplaçait entre les tables avec la grâce d'une danseuse. Son rire, un son léger et tintant, était complètement artificiel. Elle remplissait un verre d'eau ici, redressait un sucrier de créateur là. Puis, pendant une fraction de seconde, son regard professionnel a balayé la salle et s'est posé sur moi. Nos yeux se sont croisés. Pendant un instant, il n'y eut rien. Juste une lueur de reconnaissance polie. Celle du service client. Puis, la lueur s'est éteinte. Le sourire sur son visage s'est figé. Puis a fondu comme de la cire. La couleur a déserté ses joues, laissant derrière elle un masque blafard, maladif. Sa main, qui tenait un petit plateau en argent, s'est mise à trembler. Un pot à lait en porcelaine a cliqueté contre sa soucoupe. Un minuscule tremblement de terre signalant la secousse dans son âme. Elle a reculé d'un demi-pas, trébuchant contre une chaise. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Elle m'a vu. Elle a vu sa mère. La mère qu'elle avait enterrée 2 ans plus tôt. La mère dont l'argent payait chaque chaise et chaque comptoir en marbre ridiculement cher de cet endroit. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé la terreur s'épanouir sur son visage. J'ai regardé son esprit se démener pour donner un sens à l'impossible. Elle croit voir un fantôme. Bientôt, elle priera pour que j'en sois un. Mais pour comprendre le fantôme, il faut comprendre la femme qui est morte. Et pour la comprendre, il faut comprendre la maison de l'avenue des Tilleuls. Ma vie, la vraie, avait une bande-son. C'était le doux craquement du vieux parquet, le bruissement des feuilles des tilleuls centenaires qui bordaient notre rue. Et surtout, le rire de mon mari, Richard, qui résonnait dans les couloirs. Il avait un rire qui pouvait remplir n'importe quel espace. Un son grave et profond qui faisait vibrer les vitres. Après son départ, le silence fut la chose la plus assourdissante dans la maison. C'était une présence physique. Une lourde couverture qui étouffait les souvenirs. La maison était notre sanctuaire. Celui que nous avions bâti ensemble. Pas seulement avec du bois et du plâtre, mais avec des rêves. J'étais architecte, et c'était mon chef-d'œuvre. Une grande maison meulière à Saint-Germain-en-Laye, avec un large porche et un jardin qui explosait de couleurs chaque printemps. Richard, professeur de littérature à la Sorbonne, la remplissait de livres et d'idées. Chaque recoin racontait une histoire. L'usure du fauteuil en cuir où il me lisait des histoires chaque soir. La légère éraflure sur le sol de la salle à manger. Souvenir du jour où notre fils, Léo, avait essayé de faire du tricycle à l'intérieur. Les petites empreintes de mains colorées de notre fille, Chloé, immortalisée sur un carreau près de la cheminée, un projet que nous avions réalisé un samedi ensoleillé. Cette maison était une extension vivante de notre amour. Après le décès de Richard, elle est devenue ma forteresse. Mais une forteresse peut facilement devenir une prison. Mes enfants, Léo et Chloé,
avaient leur propre vie. Leurs propres orbites qui croisaient rarement la mienne. Ils étaient adultes, me disais-je. C'était naturel. Mais au fond, une vérité plus froide avait pris racine. Nous n'étions pas seulement distants. Nous étions déconnectés. Léo, mon aîné, n'était que angle vif et ambition. Il travaillait dans la finance. Un monde de chiffres et d'actifs que je n'ai jamais compris. Ses appels étaient brefs. Efficaces. Je prends juste des nouvelles. Maman. Comment vas-tu? La question était une formalité. Une case à cocher sur sa liste de choses à faire. Je vais bien. Léo. Le jardin est. C'est super. M'interrompait-il? La voix déjà distraite. Écoute. Je dois prendre un appel avec Hong Kong. On se parle bientôt. Il ne demandait jamais de nouvelles de moi. Il posait des questions sur la maison. Les investissements. Le portefeuille que Richard avait laissé. Il voyait notre héritage familial non pas en souvenir, mais en valeur marchande. Il était pratique au point d'en être cruel. Et il avait l'intelligence de son père mais aucune de sa chaleur. Chloé était différente. Elle n'était que contour doux et esthétique soigné. Sa vie se vivait à travers l'objectif de son téléphone. Pour un public d'abonnés qui applaudissait ses lattes parfaits et ses trouvailles de robes vintage. Quand elle venait, ce qui était rare, elle déambulait dans la maison comme une touriste. Oh! Maman! Cette lumière est incroyable, disait-elle en prenant une photo du soleil filtrant à travers la baie vitrée. L'ambiance vintage est tellement authentique. Elle ne voyait pas la maison où elle avait grandi. Elle voyait un décor. Un accessoire pour son identité en ligne soigneusement construite. Elle me serrait dans ses bras. Une étreinte légère et aérienne. L'esprit déjà tourné vers la légende qu'elle allait écrire. Son inquiétude était une performance. Et j'étais un personnage secondaire dans l'histoire de sa vie fabuleuse. J'étais seule. C'était une solitude profonde et douloureuse que la grande maison vide ne faisait qu'amplifier. C'est pourquoi j'ai décidé de partir en Espagne. Richard et moi avions toujours prévu d'y aller. Nous devions passer un mois à parcourir l'Andalousie. Des grands palais de Séville aux villages blancs perchés dans les montagnes. Nous avions une carte, parsemée d'épingles et de notes griffonnées, rangée dans un tiroir de bureau. Un rêve différé, puis refusé. Quand je l'ai annoncé aux enfants, leurs réactions ont été prévisibles. L'Espagne? Toute seule? Avait dit Léo. Un froncement de sourcils sceptique dans la voix. Est-ce financièrement prudent? Maman? Les marchés sont volatiles. Et la sécurité? Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait pour son héritage qui partait en voyage sans surveillance. Chloé était superficiellement enthousiaste. Oh! Mon Dieu! Maman! C'est tellement chic. Il faut que tu postes plein de photos. Je te donnerai une liste de petits villages mignons qui sont totalement insta-worthy. Je les ai ignorés tous les deux. Ce voyage n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour un public ou un portefeuille. C'était pour moi. Et pour Richard. Un pèlerinage. Une chance de respirer enfin. De retrouver une part de moi-même qui n'était pas seulement une mère ou une veuve. La première semaine fut tout ce que j'avais espéré. L'air était chaud et sentait la fleur d'oranger et la vieille pierre. J'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Je conduisais une petite voiture de location sur des routes sinueuses. Du genre qui longe les falaises et offre des vues à couper le souffle sur les vallées. J'étais en route pour un petit village de montagne. Un lieu dont Richard avait lu l'existence dans un récit de voyage poussiéreux. Célèbre pour ses poteries artisanales et ses artisans reclus.
Mon dernier souvenir clair est l'odeur de pin et de terre sèche à travers la fenêtre ouverte. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur la route. Je me souviens d'un virage sans visibilité, de l'éblouissement soudain et aveuglant des phares d'un gros camion qui occupait bien trop de place sur la voie étroite. Il y a eu le crissement de mes pneus sur l'asphalte. Un son terrible, perçant. Puis, le fracas horrible du métal. Et puis, rien. Juste un vide immense, silencieux et noir. Je me suis réveillé dans du blanc. Un plafond blanc. Des murs blancs. L'odeur âcre et stérile de l'antiseptique. Un bip faible et rythmé était un compagnon constant à la douleur sourde dans ma tête. J'ai essayé de bouger. Mais mon corps semblait lourd. Déconnecté. Comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. La voix d'un homme a parlé dans une langue que je n'ai pas reconnue. L'espagnol. Elle était douce. Gentille. J'ai tourné la tête. Un mouvement qui a envoyé une pointe de douleur à travers mon crâne. Un homme au visage aimable, en blouse blanche, se tenait près du lit. Il avait les tempes grisonnantes et des yeux fatigués et compatissants. « Hola » dit-il lentement. Il se désigna lui-même. « Docteur Matteo Silva. » Puis il me désigna. « Usted está a salvo. » Vous êtes en sécurité. En sécurité. Le mot n'a pas fait sens. Rien ne le faisait. J'ai essayé de chercher mon nom. Mon identité. Un souvenir, n'importe quoi. Mais mon esprit était une page blanche. Une bibliothèque de livres réduite en cendres. Je ne savais pas qui j'étais. D'où je venais. Ni comment j'étais arrivé là. La femme qui vivait avenue des Tilleuls. L'architecte. L'épouse. La mère. Elle avait disparu. À sa place se trouvait une inconnue. Une patiente sans nom dans un petit hôpital de charité sous-financé dans un coin reculé de l'Espagne. Maintenue en vie par la gentillesse d'étrangers. Pendant ce temps, en France, mes enfants jouaient leur propre version de l'inquiétude. Je l'ai appris plus tard, en reconstituant la chronologie à partir d'articles de presse et de documents juridiques que Maître Fournier, mon avocat, finirait par trouver pour moi. Il y eut une brève recherche. Bien médiatisée. Léo s'est envolé pour l'Espagne pour 48 heures à peine, a donné une interview au visage grave à une équipe de télévision locale, et a conclu que les recherches étaient vaines. La voiture était tombée d'une falaise dans un ravin profond et inaccessible. Les autorités, a-t-il dit avec un hochement de tête sombre, l'avaient informé que la récupération était impossible. Il n'a jamais mentionné qu'aucun corps n'avait été retrouvé. Chloé a posté une série de photos de nous en noir et blanc sur ses réseaux sociaux. Moi la tenant bébé. Nous deux riant sur une plage. Chacune était accompagnée d'une légende poignante et déchirante sur la perte et la mémoire. Ses abonnés l'ont inondée de sympathie. Son taux d'engagement a grimpé en flèche. Ils ont organisé un service commémoratif à Saint-Germain-en-Laye. Ce fut une belle cérémonie, m'a-t-on dit. L'église était remplie de fleurs. Léo a prononcé un éloge funèbre stoïque et émouvant sur une mer brillante et aventureuse. Chloé, voilée de dentelle noire, a pleuré avec grâce dans un mouchoir en soie. Ils ont joué toute ma musique classique préférée. Leur deuil était une pièce de théâtre magistrale. Et dès que le rideau est tombé, ils se sont mis au travail. Sans corps, il faut normalement des années pour déclarer une personne disparue légalement décédée. Mais Léo, avec ses avocats agressifs et ses discours sur la clôture émotionnelle et financière dont la famille avait besoin, a réussi à accélérer la procédure. Il a fait valoir que mon testament était clair,
Que mes actifs étaient gelés et que l'incertitude causait des difficultés excessives. Moins de 6 mois après ma disparition, un juge a signé un morceau de papier. Hélène Dubois, mère bien-aimée et architecte accomplie, était officiellement, légalement, morte. Et mes enfants, mes chers enfants, étaient officiellement, légalement, riches. Pendant qu'ils s'affairaient à liquider l'œuvre de ma vie vendant les œuvres d'art, les actions, les meubles, et enfin, la maison de l'avenue des Tilleuls, j'apprenais à remarcher. Le docteur Matteo était mon guide, mon protecteur. L'hôpital était pauvre, mais le personnel était riche d'esprit. Il ne connaissait pas mon nom. Alors il m'appelait Milagro. Le miracle. La femme qui avait survécu à l'insurvivable. Ma convalescence fut lente. Un processus minutieux de reconstitution d'une mosaïque brisée. D'abord, la guérison physique. Les os cassés se sont ressoudés. Les ecchymoses se sont estompées. Puis vint le brouillard mental. Mon passé était une pièce verrouillée dont je n'avais pas la clé. J'ai réappris à parler. Mon français revenant par fragments hésitants. Mêlé à l'espagnol que j'absorbais chaque jour. Matteo s'asseyait avec moi pendant des heures. Me montrant des photos dans des magazines. Posant des questions simples. Qu'est-ce que c'est? Vous souvenez-vous de la couleur bleue? Aimez-vous la pluie? Il était patient. Il était bon. Il n'a jamais insisté. Il était l'encre dans mon océan de néant. Pendant 2 ans, mon monde a été les 4 murs de cette chambre d'hôpital et le petit jardin ensoleillé à l'extérieur. Pendant 2 ans, mes enfants ont vécu comme des rois sur les dépouilles de ma mort. Léo a acheté un Pantouse de verre et d'acier à la Défense avec une vue imprenable sur Paris. Il conduisait une voiture de sport qui coûtait plus cher que ma première maison. Chloé, enfin libérée de l'ombre de sa mère, vintage, a ouvert son café chic. L'instant doré, un monument à sa propre vanité, construit avec l'argent de la vente de mon âme. Ils ont voyagé. Ils ont fait la fête. Ils ont affiché leur vie fabuleuse en ligne pour que tout le monde la voie. Pas une seule fois. Pendant tout ce temps, n'ont-ils essayé de savoir ce qui s'était vraiment passé sur cette route espagnole? Ils ne voulaient pas savoir. La vérité était un inconvénient pour leur nouvelle richesse. La mémoire est revenue un mardi. C'était un après-midi pluvieux. J'étais assise avec Matteo dans son petit bureau encombré, regardant un magazine de voyage qu'il m'avait apporté. C'était un numéro sur la région parisienne. Il a tourné une page, et c'était là. Une photo des maisons meulières de Saint-Germain-en-Laye. Une photo d'une rue qui ressemblait trait pour trait à l'avenue des Tilleuls. Quelque chose a cliqué. Une clé a tourné dans une serrure rouillée. Ce ne fut pas un raz-de-marée. Ce fut un filet d'eau. Une seule image a flashé dans mon esprit, un fauteuil en cuir usé près d'une cheminée. Puis une autre, l'odeur des vieux livres de Richard. Et une autre, le son du rire d'un enfant. Mon rire. Richard. Ai-je murmuré. Le nom semblait étrange sur ma langue. Un mot d'une langue oubliée. Matteo m'a regardé. Ses yeux bienveillants grands ouverts de surprise. Qu'avez-vous dit? Et puis tout est revenu en cascade. La maison. Le jardin. La voix dédaigneuse de Léo au téléphone. Le sourire égocentrique de Chloé. Le volant entre mes mains. Les phares aveuglants. La trahison. Oh! Mon Dieu! La trahison. Ce n'est pas l'accident qui m'a coupé le souffle. C'est la réalisation soudaine et déchirante de ce que mes enfants avaient fait. Ils n'avaient pas seulement accepté ma mort. Ils l'avaient souhaité. Ils en avaient profité. Ils m'avaient effacé.
J'ai commencé à pleurer. Pas des larmes silencieuses et douces, mais d'énormes sanglots convulsifs. 2 ans de confusion, de perte et de deuil pour une vie dont je ne me souvenais pas se sont déversés. Matteo m'a tenu la main, me laissant pleurer jusqu'à ce que je sois vide. Quand ce fut fini, le chagrin fut remplacé par autre chose. Quelque chose de froid, de dur et de clair. Cela s'est installé dans ma poitrine comme un bloc de glace. C'était la rage. Il a fallu 6 mois de plus pour planifier mon retour. Matteo m'a aidé à contacter l'ambassade. Restaurer mon identité fut un cauchemar bureaucratique. Mais c'était possible. L'inconnu est lentement, officiellement, redevenue Hélène Dubois. Un article de journal français datant de 2 ans, trouvé en ligne, m'a appris que j'étais morte. Un service commémoratif avait eu lieu. Mes enfants aimants avaient pleuré. J'ai réservé un aller simple pour Paris. Matteo m'a conduite à l'aéroport dans sa vieille voiture cabossée. « Que ferez-vous, Hélène ?» demanda-t-il. La voix pleine d'inquiétude. « Je rentre à la maison ?» ai-je dit. Mais le mot « maison » avait un goût de cendre dans ma bouche. Il n'y avait plus de maison où retourner. Allez-vous leur dire que vous êtes en vie ? J'ai regardé par la fenêtre le paysage qui défilait. Oh. Oui. Ai-je dit. Et un lent sourire froid a effleuré mes lèvres pour la première fois en plus de 2 ans. Je vais le leur dire. Mais pas de la manière à laquelle ils s'attendent. Je n'étais pas un fantôme. Mais j'étais sur le point de devenir leur hantise. Paris ne m'a pas accueilli. La ville m'a simplement avalée tout entière. La ville que j'avais autrefois appelée mon foyer me semblait étrangère. Un paysage de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai atterri à Roissy. Un fantôme descendant d'un avion. Et j'ai été emporté par le fleuve de l'humanité, un courant chaotique d'arrivée et de départ. De retrouvailles en larmes et d'adieux précipités. Personne ne m'a regardé à 2 fois. J'étais juste une femme âgée avec une petite valise et des yeux qui en avaient trop vu. J'étais anonyme. Et pour l'instant, l'anonymat était mon armure. Je ne suis pas allée à Saint-Germain-en-Laye. Je ne pouvais pas. La pensée de voir l'avenue des Tilleuls, de voir une autre famille vivre dans ma maison, était une douleur que je n'étais pas prête à affronter. À la place, j'ai pris un taxi pour un appart-hôtel quelconque dans un quartier de la ville que je connaissais à peine. La chambre était stérile. Beige et marron. Sentant le nettoyant industriel. Elle avait une kitchenette, un lit affaissé et une fenêtre qui donnait sur un parking en béton. C'était l'endroit parfait pour une femme morte. Pendant les premiers jours, je n'ai fait qu'exister. J'achetais mes provisions dans une supérette du coin. Mes interactions avec la caissière brèves et oubliables. Je m'asseyais dans la chambre beige et j'écoutais le bourdonnement de la ville. Un rugissement constant et lointain. Ma seule connexion avec le monde extérieur était un ordinateur portable bon marché que j'avais acheté dans une grande surface. Et c'est sur cet écran, dans la lueur sans âme de ma chambre d'hôtel, que j'ai commencé à excaver les ruines de ma propre vie. J'ai commencé par taper mon propre nom dans la barre de recherche. Hélène Dubois. Architecte. Saint-Germain-en-Laye. Le premier résultat fut ma nécrologie. Elle était publiée dans Le Monde. Un hommage de bon goût rempli de demi-vérités et de mensonges poétiques. Elle parlait de mon esprit d'aventure et de mon profond amour pour ma famille. Elle citait Léo, mon fils stoïque, parlant de mon héritage de force. Elle mentionnait Chloé, ma fille au cœur brisé, et son vœu de vivre une vie pleine de la beauté que ma mère m'a appris à voir. J'ai lu les mots encore et encore, un goût amer montant dans ma gorge. Ils ne m'avaient pas seulement enterrée. Ils m'avaient réécrite en un récit commode qui leur donnait le beau rôle dans leur deuil.
Ensuite, je les ai cherchés. Léo fut facile à trouver. Son nom était attaché à des articles dans des revues financières. Des photos de lui à des galas de charité. Souriant avec le genre de confiance que seul l'argent frais peut acheter. Ses réseaux sociaux étaient privés. Mais Internet l'avait quand même attrapé dans ses filets. Il était là. Debout à côté d'une voiture de sport argentée rutilante. Bras dessus bras dessous avec une femme de la moitié de son âge. L'arrière-plan était sans équivoque, les lignes modernes et épurées d'un Penthouse de verre perché à la défense. Mon argent lui avait acheté un royaume dans le ciel. Chloé était encore plus facile à trouver. Sa vie entière était une performance publique. Son compte Instagram était une fantaisie organisée de succès et de style sans effort. Il y avait des photos de son café. L'instant doré. Son nom une ironie cruelle et involontaire. Il y avait des photos d'elle en vacances à Bali. Sur un yacht à Saint-Barth. Portant des vêtements qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Sur chaque cliché. Elle avait le même sourire vide et satisfait. Entremêlés se trouvaient les posts, hommage à mon intention. Une photo floue. Au filtre vintage. De mon ancien jardin avec la légende, mon inspiration me manque aujourd'hui. Deuil amour mère-fille. Les commentaires étaient une cascade d'émojis cœurs et de messages de soutien de ses abonnés adorateurs. J'ai fait défiler 2 ans de leur vie. 2 ans de ma mort. Chaque post, chaque photo, était un nouveau tour de couteau dans la plaie. Ils ne pleuraient pas. Ils célébraient. Ils dansaient sur ma tombe. Et ils le diffusaient au monde entier. Le bloc de glace froid dans ma poitrine s'est durci en diamant. Rage était un mot trop simple pour ce que je ressentais. C'était un changement profond. Sismique. Dans mon âme. L'amour que j'avais autrefois pour eux. L'instinct maternel qui m'avait défini si longtemps. S'était transformé en quelque chose de terrible et de résolu. Je ne pouvais pas faire ça seule. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un de mon ancienne vie. Quelqu'un qui connaissait la vérité sur qui j'étais. Pas la fiction que mes enfants avaient créée. Il n'y avait qu'un seul nom. Maître Antoine Fournier. Antoine avait été le meilleur ami de Richard depuis l'université. Il était notre avocat. Notre confident. L'exécuteur de notre testament. C'était un homme d'une intégrité discrète. Avec un esprit aussi vif qu'un rasoir et une loyauté absolue. Si quelqu'un me croyait, ce serait Antoine. Mais comment le contacter ? Je ne pouvais pas simplement entrer dans son cabinet d'avocat du centre de Paris. Le choc pourrait littéralement le tuer. J'ai acheté un téléphone prépayé bon marché. Ma main tremblait en composant le numéro que je connaissais encore par cœur. Il a sonné 3 fois avant que sa voix familière et graveleuse ne réponde. Cabinet Fournier. J'écoute. J'ai pris une inspiration. Antoine ? Ai-je dit. Ma voix était rauque. Inconnue même pour moi. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Qui est à l'appareil ? C'est le fantôme de l'avenue des Tilleuls. Ai-je dit. Les mots sortant plus froids que je ne l'avais prévu. Silence. Je pouvais entendre le faible bruit de sa respiration. Le froissement de papier dans son bureau. C'est une blague cruelle. Qui est-ce ? Répéta-t-il. Sa voix plus dure maintenant. La dernière fois que nous avons parlé ? Ai-je dit. Ma voix stable. Vous vous plaignez que le bougainvillier dans votre jardin étranglait vos rosiers primés. Vous avez dit que si vous étiez plus jeune, vous y mettriez le feu. Le silence à l'autre bout de la ligne était maintenant absolu. Il s'est étiré pendant ce qui a semblé une éternité. J'ai entendu une vive inspiration, puis un murmure étranglé et incrédule. Hélène ? Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Si. Antoine.
Mais vous êtes. Nous avons organisé une cérémonie. Léo et Chloé. Ils ont dit. Ils ont menti. Ai-je dit. Et le barrage en moi s'est rompu. Je lui ai tout raconté. L'accident. L'hôpital. L'amnésie. Le docteur Matteo. Le lent retour de ma mémoire. La découverte choquante en ligne. J'ai parlé d'une voix basse et plate, exposant les faits sans émotion, comme un architecte décrivant un plan. L'histoire était trop monstrueuse pour les larmes. Quand j'ai eu fini, tout ce que j'entendais était sa respiration lourde. Nom de Dieu, murmura-t-il finalement. Hélène. Où êtes-vous? Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans une vieille brasserie discrète, loin de ses lieux habituels. Quand il est entré, il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu. Il a balayé la salle du regard, et ses yeux m'ont trouvé dans une banquette au fond. Pendant un instant, il est resté là à me fixer. Son visage un mélange de choc, de soulagement et de profonde tristesse. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, ses mains tremblant légèrement en les posant sur la table. « C'est vraiment vous ?» dit-il. La voix chargée d'émotion. Je n'ai jamais cru qu'il n'avait rien trouvé. Ça ne m'a jamais paru juste. Mais Léo était si convaincant. Il avait des rapports, des documents. C'est un garçon très convaincant, dis-je d'un ton sinistre. C'est moi qui lui ai appris à l'être. La tristesse d'Antoine s'est rapidement durcie en une fureur d'avocat. Nous allons les détruire? Siffla-t-il. Son calme habituel disparut. Nous allons voir le procureur de la République dès demain matin. Nous portons plainte pour fraude. Parjure. Tout ce qui est possible. Nous allons tout récupérer? Hélène. Jusqu'au dernier centime. J'ai secoué la tête lentement. J'avais su qu'il dirait ça. C'était la voie logique. Légale. Correcte. Mais ce n'était pas ma voix. Non. Ai-je dit. Il me dévisagea. Confus. Comment ça? Non. C'est une affaire gagnée d'avance. Ils iront en prison. Et à quoi cela me servira-t-il? Antoine? Ai-je demandé? Ma voix à peine un murmure. Ils seront dans une cellule? Et je récupérerai l'argent. Ça fera les gros titres pendant une semaine? Et puis ce sera fini. Mais la blessure sera toujours là. Ils n'auront pas compris. Ils n'auront pas ressenti une fraction de l'effacement que j'ai ressenti. Je me suis penchée en avant. Ils m'ont déclarée morte. Ils m'ont pleuré pour la galerie. Puis ils ont dansé sur ma mémoire. Ils pensent que j'ai disparu. Alors, pour un petit moment, ce sera le cas. Je ne vais pas les poursuivre en justice. Antoine. Je vais les hanter. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. La veuve douce et endeuillée qu'il avait connue avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un d'autre. Une femme forgée dans la trahison et la perte. Avec une âme d'acier trempée. Il a vu le plan dans mes yeux avant même que je ne le formule. Vous voulez les rendre fous? Dit-il. Non pas comme une question, mais comme une constatation. Je veux qu'ils soient punis par la seule chose qu'ils craignent le plus. Ai-je répondu. Une conscience coupable. Je veux qu'ils voient mon visage dans la foule. Je veux qu'ils entendent ma voix dans le vent. Je veux qu'ils doutent de leur propre santé mentale. Je veux qu'ils sentent la terreur de leurs crimes remonter en eux. Centimètre par centimètre. Et quand ils seront au point de rupture? Quand ils auront été dépouillés de leur confort et de leur confiance. Alors vous et moi entrerons en scène et nous prendrons tout.
Antoine est resté silencieux un long moment, étudiant mon visage. Puis, il a hoché la tête lentement, délibérément. Très bien. Hélène, dit-il. Sa voix basse et ferme. Au diable le procureur. Expliquez-moi le plan. Avec l'aide d'Antoine, ma nouvelle vie a pris forme. Il m'a installé dans un petit appartement discret dans un immeuble qui lui appartenait. Un endroit où personne ne poserait de questions. Il m'a ouvert un nouveau compte en banque sous un nom d'emprunt, financé par son propre argent, insistant sur le fait que c'était un prêt. Il était mon général. Et j'étais son armée d'une seule femme. Nous avons passé des semaines à recueillir des informations. Les ressources juridiques d'Antoine étaient inestimables. Il m'a obtenu les plans du café de Chloé et du nouvel appartement de Léo. Nous avons appris leurs habitudes. Chloé arrivait à son café tous les matins à 10 heures. Léo jouait au golf tous les jeudis dans un country club de la banlieue ouest. Nous savions où ils faisaient leurs courses. Où ils mangeaient. Qui étaient leurs amis. Ma première action devait viser Chloé. C'était la cible la plus fragile. La plus sujette à la superstition et à l'anxiété. Léo était une forteresse de pragmatisme. Il serait plus difficile à fissurer. Mais si je pouvais déstabiliser Chloé en premier, elle deviendrait un fardeau pour lui. Le plan était simple, élégant et cruel. J'ai choisi un mardi. Un jour où le café était moins bondé. Je me suis habillée avec des vêtements qui rappelaient délibérément mon ancien style, une simple robe grise. Un collier de perles que Richard m'avait offert. J'ai coiffé mes cheveux. Maintenant plus argentés que blonds. De la même manière que je l'avais toujours fait. Je ne voulais pas ressembler à un double parfait. Je voulais ressembler à un souvenir estompé. Un écho fantomatique. Je me suis assise dans la banquette du coin. Celle qui offrait une vue dégagée sur le comptoir où elle tenait sa cour. Et j'ai attendu. Je l'ai regardée virevolter. Un papillon social dans une cage qu'elle s'était elle-même construite. Et puis, comme je savais qu'elle le ferait, ses yeux ont croisé les miens. J'ai vu la reconnaissance poindre, suivie du déni immédiat et paniqué. J'ai vu son esprit mener une guerre civile, ça lui ressemble. Ça ne peut pas être elle. Elle est morte. Est-ce que je perds la tête? Le plateau a tremblé. La couleur a fui son visage. C'était exactement comme je l'avais imaginé. J'ai soutenu son regard pendant 10 longues secondes. Une éternité d'accusations silencieuses. Puis, j'ai calmement posé un billet de 10 € sur la table. Assez pour payer mon café et laisser un petit pourboire anonyme. Je me suis levée. Je lui ai tourné le dos. Et je suis sortie de l'instant doré sans un second regard. Alors que la porte se refermait derrière moi. Je me suis permis un petit sourire froid. La première pierre avait été lancée. Les ondes ne faisaient que commencer à se propager. Le tour de Léo viendrait ensuite. Et pour lui, la hantise serait beaucoup plus personnelle. Fissurer Léo. C'était comme essayer de trouver un défaut dans un bloc de granit poli. Il était protégé par sa richesse. Son arrogance et la conviction profonde qu'il était la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce. Un aperçu fugace dans un lieu public ne fonctionnerait pas sur lui. Il l'ignorerait comme un jeu de lumière, une ressemblance fortuite, et passerait à autre chose. Sa hantise devait être plus intime. Elle devait être une violation de son sanctuaire? Un message qui lui serait envoyé directement? Enveloppé dans un souvenir que seul lui et moi pouvions partager. Les recherches d'Antoine m'avaient fourni la clé. Grâce à un détective privé? Un homme discret spécialisé dans la vérification d'actifs? Nous avions obtenu non seulement l'adresse du monstre de verre et d'acier de Léo à la Défense, mais aussi le nom de son service de coursier haut de gamme préféré.
Un service qui se targuait de discrétion et garantissait une livraison en main propre au destinataire. L'arme de choix fut une photographie. Il m'a fallu une semaine pour trouver la bonne. J'ai passé des heures dans une bibliothèque publique, parcourant les archives numérisées de vieux journaux de la région parisienne, à la recherche d'un fantôme d'un autre genre. Je cherchais un événement scolaire spécifique. Une remise des prix de fin d'année d'il y a 30 ans. Je l'ai finalement trouvé. Une petite photo granuleuse, enfouie dans la section des nouvelles locales. Il était là, un petit Léo de 9 ans. Les cheveux plaqués et un sourire nerveux. Tenant un petit trophée bon marché. À côté de lui, rayonnant d'une fierté qui me procurait maintenant une douleur physique, se tenait sa mère. Moi. Mais le détail important, le détail qui ouvrirait la porte de sa peur, se trouvait à l'arrière-plan. Juste derrière mon épaule, à peine nette, se trouvait Richard, mon mari, son père. Et il riait. Pas un simple sourire, mais un rire franc. La tête en arrière, la bouche grande ouverte. Le souvenir attaché à cette photo n'appartenait qu'à nous. Léo avait fini 2e au concours de dictée de l'école. Il était dévasté, convaincu d'avoir échoué et refusait d'accepter son prix. Je m'étais agenouillée devant lui, sur scène, pour lui dire à quel point j'étais fière qu'il ait même essayé, que le courage ne consistait pas à gagner, mais à relever le défi. Richard, voyant mon discours maternel sérieux et le désespoir dramatique de Léo, avait simplement été submergé d'une tendresse amusée par la scène. Il ne se moquait pas de Léo. Il riait d'amour pour lui. Pour nous. Pour la belle absurdité de tout cela. Je l'avais expliqué à Léo plus tard, et nous avions fini par en rire tous les deux. C'était devenu l'une de nos histoires familiales secrètes. L'incident de la dictée. Personne d'autre ne connaissait cette histoire. Pas Chloé. Pas ses amis. Pas sa nouvelle et jeune petite amie. Cette photo n'était pas seulement une image. C'était un mot de passe pour une pièce verrouillée de sa mémoire. Une pièce qu'il n'avait pas visitée depuis très longtemps. J'ai fait restaurer et réimprimer l'image par un professionnel sur du papier photographique de haute qualité. Je n'ai pas écrit de mots. L'image elle-même était le message. Je l'ai placée dans une enveloppe noire simple et élégante et l'ai adressée à son nom. J'ai utilisé le service de coursier, payant en espèces et donnant une fausse adresse de retour dans une autre région. Puis, j'ai attendu. Le lendemain de la livraison, j'ai vu la première fissure dans le granit. C'était subtil. La partie de golf hebdomadaire de Léo. Depuis la route publique qui surplombait le country club, à l'aide d'une paire de jumelles puissantes, je l'ai observé. Il jouait avec 3 autres hommes, tous des variations de lui-même, confiants, riches, bruyants. Mais Léo n'était pas dans son assiette. Sa posture, habituellement si imposante, était tendue. Il a raté un drive, chose que je ne l'avais pas vu faire depuis son adolescence. Il s'est disputé avec son caddie. Au 5e trou, je l'ai vu prendre un appel téléphonique. C'était Chloé. Je ne pouvais pas entendre les mots. Bien sûr. Mais je pouvais voir la conversation. Léo était agité. Agitant sa main libre. Le visage crispé par la frustration. Chloé, sans aucun doute, lui racontait qu'elle avait vu un fantôme dans son café. Et Léo, le pragmatique, essayait de lui dire qu'elle était hystérique. Mais maintenant, son propre fantôme était arrivé. Une photographie qui n'avait aucun sens. Un message d'une femme morte. Je pouvais presque entendre leur conversation. Je te le dis, Léo,
On aurait dit elle. Chloé. Pour l'amour de Dieu. Reprends-toi. C'était une vieille femme. Les gens se ressemblent. Tu es stressé. Prends un Xanax. Mais ses yeux. La façon dont elle m'a regardé. Arrête. Tu es ridicule. Et puis. La graine de doute que j'avais plantée germerait. Plus tard dans la nuit. Seul dans son pantouse de verre. Il se souviendrait de l'appel paniqué de sa sœur. Il regarderait à nouveau la photographie. Comment? Qui a envoyé ça? Il rejetterait l'idée. Une farce. Une coïncidence. Mais l'explication ne semblerait pas juste. Les fondations de son monde de certitude s'étaient fissurées. Les frères et sœurs, qui avaient été unis dans leur cupidité, commençaient maintenant à s'éloigner, isolés dans leurs hantises respectives. Chloé était convaincue qu'elle avait des hallucinations. Léo était convaincu que quelqu'un jouait à un jeu malsain. Aucun ne soupçonnait la vérité. Car la vérité était impossible. Et dans cet espace entre leurs peurs privées, je vivrais, respirerais et travaillerais. Ma prochaine action était conçue pour les rapprocher. Pour les forcer à comparer leurs notes et à réaliser que leurs expériences étaient liées. Je devais créer un événement qui les affecterait tous les deux. Quelque chose qui ne pourrait être rejeté comme une coïncidence ou une hallucination. J'ai décidé de cibler directement leur héritage. L'argent. La source de tout leur bonheur et de toute ma douleur. Antoine était, comme toujours, mon complice volontaire. Le portefeuille d'action, lui ai-je dit un soir dans mon appartement anonyme. Celui que Richard a constitué. Où est-il maintenant? Antoine a ouvert les fichiers sur son ordinateur portable crypté. Léo en a liquidé la majeure partie. Comme nous le savons. Il a injecté l'argent dans sa propre société d'investissement. Mais il a gardé un petit portefeuille symbolique des actions de premier ordre de Richard. Apple. LVMH. Les classiques. Léo l'a appelé le fonds héritage. L'arrogance est à couper le souffle. Il l'a gardé. Ai-je songé? C'était tout à fait Léo. Il viderait la substance mais garderait la coquille. Le nom. Pour honorer un héritage qu'il avait profané. Pouvons-nous y toucher? Ai-je demandé. Les yeux d'Antoine s'illuminèrent. Y toucher? Hélène? Nous pouvons lui provoquer une crise cardiaque. Le plan était complexe, exigeant qu'Antoine tire des ficelles avec des contacts dans le monde obscur du piratage éthique et de la criminalistique financière. Ce que nous allions faire n'était pas illégal. C'était plus espiègle. Nous n'allions pas voler l'argent. Nous allions faire croire que l'argent était maudit. Nous avons choisi une action spécifique dans le fonds héritage. Une entreprise technologique de taille moyenne dans laquelle Richard avait investi des années auparavant sur une intuition. C'était l'une de ses favorites sentimentales. Léo l'avait gardée pour cette raison. Un petit clin d'œil au père dont il avait monnayé la mémoire. Grâce à une série de transactions complexes et intraçables effectuées via des comptes offshore. Le contact d'Antoine a initié un « flash crash » ne ciblant que cette action. Pendant exactement 15 minutes, la valeur de l'action chuterait, perdant plus de 90% de sa valeur, déclenchée par une vente massive pilotée par un algorithme. Puis, tout aussi mystérieusement, elle rebondirait alors que l'algorithme s'inverserait, rachetant tout. Pour quiconque à l'extérieur, ce serait un pépin bizarre et inexplicable sur le marché. Une tempête financière de 15 minutes apparue de nulle part et s'évanouissant aussi vite. Mais pour Léo, qui surveillait ce fonds héritage avec une fierté obsessionnelle, ce serait une frappe ciblée. Un fantôme dans sa machine. Simultanément, j'ai planifié mon action contre Chloé.
Pendant que Léo regarderait son portefeuille saigner, Chloé serait aux prises avec une hantise d'une nature plus sensorielle. L'une des particularités de mon défunt mari était son eau de Cologne. C'était une marque spécifique et obscure d'une petite parfumerie de Grasse. Il l'avait portée toute ma vie d'adulte. Le parfum n'était pas seulement une fragrance. C'était Richard. C'était l'odeur de la sécurité, de l'amour, du foyer. Après sa mort, je n'avais pas pu me résoudre à jeter le dernier flacon. Je l'avais emballé, avec quelques autres petits souvenirs sacrés, pour mon voyage en Espagne. Miraculeusement, le flacon avait survécu à l'accident, niché au fond de mes bagages. C'était l'une des rares choses qu'il me restait de mon ancienne vie. L'Instant Doré disposait d'un système de ventilation ultramoderne. L'enquêteur d'Antoine avait fourni les schémas. Le jour du pépin, boursier prévu, je me suis rendu dans la ruelle derrière le café. Vêtu d'une combinaison de travail bleu générique et d'une casquette de baseball baissée sur les yeux, j'étais invisible. Il m'a fallu moins d'une minute pour ouvrir le couvercle de la bouche d'aération extérieure. J'ai versé une petite quantité de l'eau de Cologne sur un morceau de tissu et je l'ai coincé profondément dans le conduit d'admission. L'effet serait subtil au début. Une faible odeur familière flottant dans le café. Mais le système de ventilation la diffuserait partout, s'intensifiant au cours d'une heure. C'était l'odeur de son père. Une odeur qu'elle n'avait pas sentie depuis des années. Une odeur qui appartenait au fantôme qu'elle pensait avoir vu. Le fantôme de sa mère. Les deux hantises étaient maintenant liées par une troisième, le fantôme de leur père. J'étais de retour dans mon appartement, observant le cours de la bourse en direct sur mon ordinateur portable. Quand c'est arrivé? À exactement 14h15, heure de Paris. L'action technologique a piqué du nez. C'était une chute verticale. Une ligne rouge vive de malheur à l'écran. J'ai imaginé Léo. Où qu'il soit. Fixant son propre écran. Son sang se glaçant. Le monde pragmatique et contrôlé des chiffres et des certitudes venait d'être violé par quelque chose d'illogique et de terrifiant. 15 minutes plus tard. Comme prévu. L'action a bondi. Se rétablissant complètement. Le pépin était terminé. Mais le mal était fait. Pas au portefeuille, mais à la psyché de Léo. 1 heure plus tard, mon téléphone prépayé a sonné. C'était Antoine. C'est fait, dit-il. Une note de satisfaction sinistre dans la voix. Il a appelé son courtier en hurlant, exigeant des réponses. Ils n'en ont aucune. Il parle d'une anomalie système. Il perd la tête. Et Chloé? Ai-je demandé. Antoine gloussa. Encore mieux. Mon enquêteur est passé au café il y a une vingtaine de minutes. Il a dit que l'endroit sentait le parfum de luxe. Et Chloé était blanche comme un linge. Elle courait partout, reniflant l'air, demandant à son personnel s'il sentait quelque chose. Ils la regardaient tous comme si elle était folle. Elle a fermé le café plus tôt. A prétexté une fuite de gaz. Cette nuit-là, je savais que Léo irait voir Chloé. Ou qu'elle irait le voir. Les deux fils de la peur que j'avais tissés séparément seraient enfin entrelacés. J'imaginais la scène, Chloé. Hystérique. Bredouillant qu'elle avait vu mon fantôme et qu'elle sentait maintenant l'eau de Cologne de son père décédé. Léo. Déjà sur les nerfs à cause du krach boursier inexplicable. Essaierait de rationaliser. Mais ces rationalisations sonneraient faibles. Même à ses propres oreilles. Une vieille dame ressemblait à maman. Coïncidence. Quelqu'un m'a envoyé une vieille photo. Une mauvaise blague. La bourse a eu un pépin. Ça arrive. Quelqu'un devait porter la même eau de Cologne que papa. C'est possible.
Chaque événement, pris isolément, était explicable. Mais ensemble, une apparition fantomatique. Un message du passé. Un poltergeist financier. L'odeur d'un homme mort. C'était un schéma. C'était une attaque coordonnée. Mais par qui? Et comment? Les questions allaient s'envenimer dans l'obscurité du pantouse de Léo. Il commencerait à regarder par-dessus son épaule. Il commencerait à douter de sa propre sécurité impénétrable. Ils avaient enterré leur culpabilité sous une montagne d'argent. Mais ils commençaient à sentir les secousses en dessous. Ils commençaient à comprendre que leur crime n'était pas un secret. Quelqu'un savait. Quelqu'un regardait. Je me tenais à la fenêtre de mon petit appartement nu, regardant les lumières infinies de la ville. Le jeu devenait plus dangereux. Mais je ressentais un étrange sentiment de calme. Je n'étais plus Hélène Dubois, la veuve éplorée de Saint-Germain-en-Laye. J'étais quelqu'un de nouveau. Une stratège. Un fantôme avec un but. Et ma hantise ne faisait que commencer. Le silence de mes enfants fut la réponse la plus éloquente. Après le « pépin », boursier et l'odeur, il n'y eut plus d'appels paniqués entre eux que nous pûmes observer. Plus de manifestations publiques d'anxiété de la part de Chloé ni de colère de Léo. À la place, un calme étrange et tendu s'installa. Ils communiquaient. Mais ils l'avaient fait en secret. Ils avaient peur. Ils étaient passés du déni à la réalisation glaçante qu'ils étaient ciblés. Ce n'était plus une série de coïncidences troublantes. C'était une campagne. L'enquêteur d'Antoine confirma mes soupçons. Ils se sont vus chez Léo le soir même. Nous rapporta Théil. Sa voix nette au téléphone. Ils y sont restés des heures. Chloé est partie en pire état qu'à son arrivée. Il essaie de contrôler la situation. Elle s'effondre. C'était la phase de la hantise que j'appelais la cocotte minute. Les chocs initiaux étaient passés. Il était temps de les laisser mijoter dans leur propre peur. De laisser leur imagination devenir mon arme la plus puissante. Je n'avais pas besoin de faire grand-chose. Juste de leur rappeler que j'étais toujours là. À observer. Mes interventions devinrent plus petites. Plus précises. Conçues pour user leurs nerfs plutôt que de les briser. J'ai commencé par la musique. Richard et moi avions une chanson. C'était une pièce de musique classique obscure. Une suite pour violoncelle d'un compositeur espagnol peu connu que nous avions découverte ensemble dans un magasin de disques poussiéreux des années auparavant. Nous la passions constamment à la maison. C'était la bande-son de nos matins. La compagne silencieuse de nos soirées. Elle était tissée dans la trame de notre vie commune. Léo, malgré son pragmatisme impitoyable, avait une faiblesse pour les apparats de l'intellectualisme hérité de son père. Il était abonné à la Philharmonie de Paris. Je connaissais leur programme par cœur. Antoine, utilisant un pseudonyme et un labyrinthe de routage numérique, fit un don anonyme conséquent à la Philharmonie. Le don était accompagné d'une seule et simple demande, inclure notre chanson. La suite pour violoncelle espagnol. Dans le programme de leur prochain gala. La demande était inhabituelle. Mais le don était suffisamment important pour qu'il s'exécute avec plaisir. J'ai acheté un seul billet au plus haut balcon. Une place enveloppée d'ombre. Depuis mon perchoir, j'ai regardé Léo et sa petite amie arriver. Un portrait de pouvoir et de succès. Il s'installa dans son siège d'orchestre cossu. Parcourut le programme. Et je l'ai vu. Un léger raidissement de ses épaules. Une lueur de confusion dans ses yeux. Il aurait reconnu le nom du compositeur instantanément. Il l'a probablement rejeté comme une autre étrange coïncidence. Mais la graine était plantée. Puis, la musique commença. Les premières notes plaintives et familières du violoncelle emplirent la grande salle.
J'observais le visage de Léo à travers mes petites jumelles. Le masque de calme indifférence glissa. Il n'était plus dans une salle de concert à Paris. Il était redevenu un garçon. Dans le salon de l'avenue des Tilleuls. Avec l'odeur des livres de son père dans l'air et le son de sa mère fredonnant la musique. Il s'agita mal à l'aise sur son siège. Sa petite amie se pencha et lui murmura quelque chose. Il secoua la tête, les yeux fixés sur la scène. Mais il ne voyait pas les musiciens. Il voyait des fantômes. Pour le reste de la représentation, il fut une statue, les mains serrées en poing sur ses genoux. La hantise de Chloé fut plus directe. Elle avait, dans sa phase de deuil performance, souvent posté des messages sur une petite librairie indépendante du quartier latin que j'adorais. Le coin préféré de ma mère. Légendait-elle une photo de sa charmante devanture. Je me sens proche d'elle aujourd'hui. Je suis allée à la librairie. La propriétaire, une gentille femme âgée nommée Madame Dubois, une ironie du sort, se souvenait de moi. Mais pas de mon nom. Elle voyait juste un visage familier et amical d'il y a des années. J'ai parcouru les étagères jusqu'à ce que je trouve un recueil de poésie de René Char. Un de mes favoris. J'ai acheté le livre. Et au comptoir, j'ai fait une simple demande. J'aimerais laisser ce livre pour une jeune femme qui vient ici parfois. Ai-je dit. Ma voix douce et sans prétention. Elle s'appelle Chloé Dubois. Pourriez-vous le lui donner la prochaine fois qu'elle passera? Madame Dubois sourit chaleureusement. Bien sûr. C'est de la part de quelqu'un? Dites-lui simplement que c'est de la part d'une amie. Ai-je dit. Une vieille amie. À l'intérieur du livre, sur la page de titre, j'avais écrit une seule ligne. C'était une citation d'un des poèmes. Une ligne que j'avais soulignée dans mon propre exemplaire à la maison. Une ligne que j'avais citée à une Chloé adolescente qui avait le cœur brisé. Impose ta chance. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder. Ils s'habitueront. Ce n'était pas une menace. C'était une question. Un défi. Mais venant d'une vieille amie, anonyme. Livrée dans un lieu qu'elle associait à moi. C'était un murmure d'outre-tombe. Une condamnation silencieuse et accablante de la vie qu'elle avait choisie. Le piège fonctionnait. Leur peur commune les liait. Mais elle empoisonnait aussi leur relation. L'instinct de Léo était de contrôler. D'analyser. De combattre. Celui de Chloé était de s'effondrer. De paniquer. De fuir. L'enquêteur d'Antoine nous dit que leurs disputes devenaient plus fréquentes. Léo accusait Chloé d'être faible. Impassif. Chloé accusait Léo d'être froid et insensible. De ne pas prendre la menace assez au sérieux. Ils se retournaient l'un contre l'autre. La culpabilité, qu'ils avaient si soigneusement emballée et rangée, fuyait, contaminant tout. Ils commencèrent à commettre des erreurs. Léo, le financier méticuleux, commença à avoir des oublis inhabituels au travail. Une échéance manquée. Une erreur de calcul dans un rapport. Son esprit n'était plus sur les chiffres. Il était dans les ombres, à la recherche de la source de son tourment. La curation méticuleuse de la vie de Chloé commença à s'effilocher. Ses postes devinrent moins fréquents. Ses sourires sur les photos plus crispés. Elle commença à annuler des rendez-vous avec des amis. On la vit se disputer avec son personnel au café. Un après-midi. Elle quitta simplement l'établissement en plein coup de feu. Laissant son manager gérer le chaos. L'instant doré. Son monument à une vie volée. Devenait sa prison. Le point culminant de ma campagne arriva de manière inattendue. Ce fut une décision qu'ils prirent. Pas moi. Ils vendent.
dit Antoine en entrant dans mon appartement un soir. Il avait l'air sombre. Tous les deux. Léo a mis l'appartement en vente. Chloé est en pourparlers avec un groupe de restauration pour vendre le café. Je ressentis un choc de surprise, puis une vague froide de déception. Il fuit. Il semble que oui, dit Antoine. Ils essaient d'échapper à la hantise. Ils pensent que s'ils vendent les actifs, coupent les liens avec les lieux qu'ils associent à ces événements, le fantôme les laissera tranquilles. Je m'enfonçai dans un fauteuil. Ce n'était pas le plan. Je ne voulais pas qu'il fuit. Je voulais qu'il craque. Je voulais une confession. Je voulais une confrontation. S'ils vendaient tout et disparaissaient, ils s'échapperaient. Ils auraient toujours l'argent. Ils iraient simplement être riches ailleurs. Loin de ma portée. Ils coupent les liens avec leur culpabilité. Murmurai-je, pensant à voix haute. L'appartement. Le café. Ce sont les choses construites sur le mensonge. S'ils les convertissent en argent pur et anonyme, ils pensent pouvoir s'en laver les mains. C'est une décision intelligente? D'une certaine manière? Admit Antoine. Une retraite de la terre brûlée. Pour la première fois, je ressentis une lueur de doute. Les poussais-je dans la mauvaise direction? Mon jeu psychologique était-il trop subtil? Leur pragmatisme? Leur cupidité pure et sans vergogne? Allait-il l'emporter après tout? Non. Dis-je en me levant et en arpentant la petite pièce. Non. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Ils ne peuvent pas simplement s'en aller. Mon plan avait été d'augmenter lentement la pression jusqu'à ce qu'ils implosent. Mais leur décision de vendre avait changé le calendrier. C'était une manœuvre défensive? Et elle me forçait la main. Je devais passer à la vitesse supérieure. Je devais faire quelque chose de si significatif, de si indéniable, que cela les arrêterait net. Quelque chose qui prouverait qu'ils ne pouvaient pas me fuir? Parce que je n'étais pas dans l'appartement ou le café. J'étais dans leur tête. L'idée me vint en regardant le seul objet personnel que j'avais sur mon mur, une petite photo encadrée de la maison de l'avenue des Tilleuls, tirée d'une ancienne annonce immobilière. Ma maison. L'endroit où tout a commencé. Et l'endroit qu'ils avaient vendu en premier. Les nouveaux propriétaires. Dis-je à Antoine. La famille qui vit dans ma maison maintenant. Que savons-nous d'eux? Antoine consulta ses dossiers. La famille Martin. David et Sarah. 2 jeunes enfants. Il est médecin. Elle est mère au foyer. De la vie de tous. Une famille parfaitement normale et heureuse. Parfait. Dis-je. Un nouveau plan audacieux se formant dans mon esprit. C'était risqué. Cela impliquait des innocents. Mais j'avais dépassé le stade des gentils rappels à l'ordre. Il était temps de préparer le dernier acte. Antoine? Dis-je. Ma voix basse et stable. J'ai besoin que vous me fassiez entrer dans mon ancienne maison. Il me regarda. Les yeux écarquillés. Hélène? À quoi pensez-vous? Vous ne pouvez pas entrer par effraction. Ce sont des innocents. Je ne vais pas entrer par effraction? Ai-je répondu. Je vais être invitée. Sarah Martin? La mère. Elle est membre de la Société d'horticulture de Saint-Germain. J'en étais la présidente. Antoine me fixa, commençant à comprendre. Oh. Non. Oh. Si. Dis-je. Ils ont leur journée annuelle des jardins ouverts qui approche. N'est-ce pas? Où les membres ouvrent leur jardin au public? Il hocha lentement la tête. Un air d'horreur naissante et d'admiration réticente sur son visage. Mon jardin était ma fierté et ma joie.
Continuai-je. Le plan se cristallisant. Les rosiers que Richard a plantés. La glycine que j'ai fait grimper sur la pergola. Je suis prête à parier que Sarah Martin est très fière de ce jardin maintenant. Assez fière pour le montrer. Mon plan était de créer une hantise si profonde, si publique et si personnelle qu'elle briserait les dernières défenses de Léo et Chloé. Ils essayaient de vendre leurs actifs chargés de culpabilité? J'allais ancrer cette culpabilité au seul endroit qu'ils ne pourraient jamais vendre. Jamais effacer, la maison de leur enfance. Je ne serai plus seulement un fantôme dans leur esprit. Je deviendrai le fantôme de l'avenue des Tilleuls. Et tout le monde était sur le point de me voir. Me retransformer d'Hélène Dubois. Le fantôme vengeur. En quelqu'un qui pourrait plausiblement être membre de la Société d'horticulture de Saint-Germain-en-Laye exigeait une performance d'un autre genre. La femme que j'étais devenue décharnée. Intense. Avec des yeux qui contenaient le feu froid de mon dessin devait être mise de côté. Je devais devenir quelqu'un de plus doux. De plus accessible. Quelqu'un nommé Evelyne. Evelyne Pierce était ma nouvelle identité. Une fiction soigneusement construite par Antoine et moi pendant une semaine. C'était une veuve. Récemment arrivée de Lyon pour se rapprocher de ses petits-enfants, inexistants. C'était une botaniste amatrice de longue date passionnée par les roses anciennes. J'ai acheté de nouveaux vêtements, des robes à fleurs de bon goût. Des chaussures de marche confortables. Un chapeau de paille à large bord. J'ai pratiqué un nouveau sourire dans le miroir. Un sourire doux et légèrement triste. Celui d'une femme portant un deuil tranquille. Pas une rage brûlante. Rejoindre la société d'horticulture fut étonnamment facile. Mes connaissances en horticulture étaient authentiques et étendues. Lors de ma première réunion, j'ai charmé les autres membres avec des histoires de lutte contre les scarabées auvergnats et mon profond amour pour les roses de Damas. J'ai pris un soin particulier à me lier d'amitié avec Sarah Martin, la nouvelle propriétaire de mon ancienne maison. C'était une femme douce, sincère et gentille, et complètement inconsciente de l'histoire du sol sous ses pieds. Elle parlait de la maison avec un sentiment d'émerveillement. Nous avons eu tellement de chance de la trouver, m'a-t-elle dit autour d'un thé et de scones. Le jardin est tout simplement magique. On sent que des générations d'amour y ont été investies. Je peux l'imaginer. Ai-je dit. Ma voix égale. Tandis que mon cœur se tordait dans ma poitrine. Un jardin comme celui-là a une âme. Je lui ai dit que j'avais été architecte paysagiste avant de prendre ma retraite. Ses yeux se sont illuminés. Elle a commencé à me demander des conseils. Et je les ai donnés généreusement. Décrivant la meilleure façon de tailler la glycine que j'avais plantée il y a 30 ans. Quel rosier grimpant serait le plus heureux sur le mur orienté à l'ouest? Je m'immisçais dans sa vie. Dans mon ancienne vie. Devenant une experte d'un jardin que je connaissais mieux que mon propre reflet. L'APA était la journée des jardins ouverts annuels. Comme je l'avais prédit. Sarah était impatiente d'inclure son nouveau jardin, magique. Elle était aussi nerveuse. Dépassée par la perspective de centaines de personnes scrutant son travail. Je suis devenue sa confidente. Son mentor. Evelyne. Je ne pourrais pas faire ça sans vous. A-t-elle dit plus d'une fois. L'ironie était une compagne constante et amère. Mon but n'était pas seulement d'entrer dans la maison, mais d'orchestrer une scène. J'avais besoin de Léo et Chloé là-bas. À un moment précis. Cela nécessitait une autre couche de manipulation. Antoine a rédigé une lettre d'aspect officiel de la Société historique de Saint-Germain. C'était une œuvre d'art, imprimée sur un papier cartonné couleur crème avec un en-tête en relief que nous avions conçu. La lettre informait Léo et Chloé qu'en reconnaissance des contributions de leur défunte mère à l'architecture locale, une petite plaque discrète allait être dédiée en son honneur. La lettre précisait que les propriétaires actuels de l'ancienne résidence de la famille Dubois avaient gracieusement accepté que la plaque soit placée dans le jardin.
La cérémonie de dédicace, disait-elle, aurait lieu pendant la journée des jardins. Un moment tranquille pour honorer ma mémoire. Ils honoreront votre mémoire sur les lieux de votre plus grand triomphe, dit Antoine d'un ton sec en scellant les enveloppes. C'est de la poésie, ai-je répondu. La lettre était conçue pour être irrésistible. Pour Chloé, c'était une opportunité de relation publique. Une chance d'être vue comme la fille dévouée et endeuillée, rendant hommage à sa sainte mère. Pour Léo, c'était un devoir. L'ignorer aurait paru suspect. Et Léo tenait par-dessus tout à maintenir les apparences. Cela jouait aussi sur leur narcissisme. L'événement concernait leur mère, ce qui, par extension, les concernait eux. Ils devaient venir. Le jour de la journée des jardins fut une journée parfaite en Île-de-France. Le ciel d'un bleu éclatant et sans nuages. Vêtue en Evelyn Pierce, j'étais à la maison tôt, aidant Sarah avec les préparatifs de dernière minute. Traverser les pièces de ma maison était une expérience désorientante et douloureuse. Les Martin avaient changé des choses. Bien sûr. Leurs meubles. Leurs photos sur les murs. Mais les os de la maison étaient les miens. La lumière tombait toujours de la même manière à travers la baie vitrée. La 3e marche de l'escalier principal avait toujours un léger craquement. J'ai passé la main sur le manteau de la cheminée. Mes doigts traçant le contour du carreau où les petites empreintes de Chloé étaient maintenant cachées sous une photo encadrée des enfants Martin. J'étais un fantôme dans ma propre maison. Visible de tous mais reconnu de personne. À 14 heures, la visite a commencé. Les gens affluaient dans le jardin, admirant les roses et la verdure luxuriante. Mon jardin. J'ai joué le rôle de la bénévole serviable. Indiquant le nom des plantes. Partageant de petites anecdotes sur leur entretien. J'attendais. À 15 heures. Comme prévu. Ils sont arrivés. Je les ai vus depuis le porche. Léo avait l'air tendu et impatient dans un costume sombre trop formel pour l'occasion. Chloé portait une robe noire sobre. Un voile de tristesse soigneusement appliqué sur son visage. Il se tenait maladroitement à l'entrée, semblant déplacé au milieu de la foule joyeuse et amatrice de fleurs. Il cherchait un représentant de la société historique. J'avais dit à Sarah que je m'occuperais de la dédicace du bois, me présentant comme une liaison bénévole pour l'événement. Elle était reconnaissante de déléguer la responsabilité. C'était le moment. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Toute la planification, toute l'attente, se résumait à ceci. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai redressé mon chapeau de paille et j'ai descendu l'allée du jardin pour rencontrer mes enfants. Je les ai approchés par le côté, gardant mon visage partiellement masqué par le chapeau. Monsieur et Madame Dubois ? Ai-je demandé ? Ma voix prenant le ton doux et légèrement fluet d'Evelyn Pierce. Ils se sont tournés. Oui, dit Léo. Son ton sec et impatient. Nous sommes ici pour la dédicace. Bien sûr, dis-je chaleureusement. Nous sommes ravis que vous ayez pu venir. Je suis Evelyn Pierce, une bénévole de la société. Nous attendons juste le photographe officiel. Il a quelques minutes de retard. Je les ai conduits vers la plus belle partie du jardin. Un petit banc de pierre sous la pergola couverte de glycine. L'endroit même où Richard m'avait demandé en mariage. C'était délibérément intime. Délibérément chargé de mémoire. Votre mère avait un goût merveilleux, ai-je dit pour engager la conversation. Ce jardin est un témoignage de sa vision. Oui. Elle l'adorait, murmura Chloé. Sa performance de deuil se mettant en place. Je me tenais devant eux, le dos à l'allée principale, créant un petit tableau privé.
Des gens de la visite passaient derrière moi. Mais nous étions dans notre propre petite bulle. Elle devait être une femme merveilleuse. Continuai-je. Ma voix douce. C'est une terrible tragédie. Ce qui est arrivé. Être perdu comme ça. Si loin de chez soi. Léo s'agita. Mal à l'aise. C'en était une. Nous avons appris à vivre avec. Vraiment? Ai-je demandé. Et puis. J'ai laissé un peu de ma propre voix. La voix d'Hélène? S'infiltrer dans celle d'Evelyne. J'imagine que la culpabilité doit être immense. Ils se sont tous les deux figés. Le mot « culpabilité » flottait dans l'air entre nous. Lourd et vénéneux. Les yeux de Léo se plissèrent. Pardon? Qu'avez-vous dit? Chloé me fixa. Une lueur de malaise sur son visage. Il y avait quelque chose dans mon ton. Quelque chose de familier. J'ai regardé Chloé directement. J'ai connu une fille autrefois. Ai-je dit? Ma voix devenant plus froide? Se débarrassant du personnage d'Evelyne. Une gentille fille qui avait le cœur brisé à cause d'un garçon. Je lui ai dit, impose ta chance. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder. Ils s'habitueront. Le visage de Chloé devint blanc. Le sang s'en retira si vite qu'elle ressemblait à une poupée de porcelaine. Sa main vola à sa bouche. C'était la citation du livre. Léo fit un pas en avant. Son visage un nuage d'orage de suspicion et de colère. Qui êtes-vous? Exigea-t-il. J'ai lentement relevé la tête, laissant l'ombre de mon chapeau s'effacer. J'ai enlevé le chapeau et les lunettes de soleil que je portais. Et je les regardai droit dans les yeux. Mes yeux. Les yeux dont il avait hérité. Tu sais qui je suis? Léo. Ai-je dit. Pendant 5 bonnes secondes. Il n'y eut aucun son autre que le bourdonnement des abeilles dans les rosiers. Il n'y eut que la compréhension stupéfaite et horrifiée qui naissait sur leur visage. Ce n'était pas un fantôme. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas une farce. C'était réel. C'était impossible et c'était réel. Chloé poussa un petit son étranglé. Un hoquet de pure terreur. Elle recula en trébuchant. Sa main cherchant le bras de Léo pour se stabiliser. La réaction de Léo fut différente. La couleur ne quitta pas son visage. Elle l'inonda. Un rouge sombre et marbré. Sa bouche s'ouvrit et se referma. Mais aucun mot ne sortit. Son esprit logique et pragmatique, se brisait contre les rivages d'une réalité impossible. Maman. Le mot était un murmure étranglé et incrédule de Chloé. Non. Dis-je. Ma voix comme de la glace. Elle est morte. Vous vous en êtes assuré. Vous avez organisé une cérémonie. Vous avez versé vos larmes de crocodile. Vous avez encaissé l'échec. Les gens de la visite commençaient à remarquer. La scène étrange et intense sous la pergola attirait des regards curieux. Une femme à proximité pointa son téléphone dans notre direction. Sentant le drame. Qu'est-ce que c'est que ça? Gronda finalement Léo. Retrouvant sa voix. Elle était empreinte de panique. C'est quoi ce jeu malsain? C'est le jeu que vous avez commencé. Dis-je. Ma voix s'élevant. Claire et forte. Pour que tous l'entendent. Quand vous m'avez laissée pour morte et que vous m'avez volé ma vie. Quand vous m'avez déclarée morte pour mettre la main sur mon argent. Un murmure parcourut la foule voisine. Les téléphones enregistraient maintenant ouvertement. Sarah Martin se précipitait sur le chemin vers nous. Le visage un masque de confusion et d'inquiétude. Evelyne? Est-ce que tout va bien? Demanda-t-elle. Je me suis tournée vers elle.
et vers la petite foule qui s'était rassemblée. Mon public. Mon nom n'est pas Evelyne. Ai-je annoncé? Ma voix résonnant de 2 années de fureur refoulée. Mon nom est Hélène Dubois. C'est ma maison. C'est mon jardin. Et ceci, dis-je en pointant un doigt tremblant vers mes enfants, sont les gens qui ont essayé de m'effacer. Le barrage avait cédé. Le secret était révélé. Non pas dans un prétoire stérile, mais ici, au cœur de ma propre création, avec le soleil brillant et les roses fleurissant autour de nous. C'était une crucifixion publique. Chloé laissa échapper un sanglot et s'effondra sur le banc, cachant son visage dans ses mains. Léo se tenait rigide. Son visage un masque grotesque de rage et de terreur. Piégé dans un cauchemar de sa propre fabrication. Exposé à la vue du monde entier. La hantise était terminée. Le jugement avait commencé. La scène dans le jardin a explosé comme une bombe. Le chaos a fleuri plus vite que les roses autour de nous. Les murmures de la foule se sont transformés en une vague de hoquets choqués et de chuchotements frénétiques. Les téléphones étaient tenus haut. Des dizaines de petites lentilles noires capturant l'immolation publique de mes enfants. Sarah Martin se tenait figée. La main à moitié tendue. Son esprit incapable de traiter la scène, la gentille et douce botaniste, Evelyne, venait de se transformer en une femme crachant du feu. Revendiquant la propriété de la maison et accusant les enfants des anciens propriétaires d'un crime monstrueux. Chloé était anéantie. Ses sanglots se transformant en une crise d'hystérie incohérente. Elle fut la première à craquer complètement. Tout le calme étudié. La façade soigneusement construite qu'elle avait maintenue pendant des années se brisa en 1 million de morceaux. Léo, cependant, a réagi avec l'instinct de l'animal acculé, se battre. Son choc initial s'est mué en une rage pure et désespérée. Il a vu les téléphones. Il a entendu les chuchotements. Et son esprit, toujours stratège, calculait les dégâts catastrophiques. C'est de la folie. Beugla-t-il, sa voix se brisant. Il fit un pas vers moi. Son doigt pointé en l'air. Elle est folle. Appelez la sécurité. Sortez cette démente d'ici. Mais ces mots étaient creux. Personne n'a bougé. Ils étaient tous transis. Me regardant. Je n'avais pas haussé la voix. Je tenais bon. Un pilier de fureur froide et juste. Mon immobilité était plus puissante que ses cris. Vraiment? Léo? Ai-je demandé? Ma voix tranchant sa tirade. Est-ce fou de se souvenir du nom de son propre fils? Est-ce fou de se souvenir de la maison que l'on a construite de ses propres mains? Ou est-ce fou de croire que l'on peut enterrer sa mère et s'en tirer à bon compte? La sécurité! Cria-t-il à nouveau. Les yeux hagards. Cherchant dans la foule un signe d'autorité. Sarah Martin, finalement poussée à l'action, chercha son téléphone en tâtonnant. Je vais appeler la police, balbutia-t-elle, ne sachant pas qui était la victime ou l'agresseur. Seulement que quelque chose de terrible se passait dans son jardin primé. C'était mon signal. L'accusation publique était l'étincelle. Venait maintenant la preuve. Ce ne sera pas nécessaire? Madame Martin? Dit une voix calme et autoritaire. La foule s'écarta. Maître Antoine Fournier, vêtu d'un costume parfaitement coupé, la traversa comme s'ils étaient des roseaux dans un ruisseau. Il me regarda directement, une lueur de profonde fierté dans les yeux, avant de tourner son attention vers Léo. Léo. Chloé. Dit-il. Sa voix glaciale. Cela fait longtemps. Léo le dévisagea. Son visage se tordant d'une nouvelle vague d'horreur. Antoine. Mon avocat. Mon ami.
l'exécuteur de mon testament. Sa présence ici, à mes côtés, était une validation indéniable de ma déclaration. C'était l'échec et mat qu'il n'avait jamais vu venir. Antoine? Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu es avec elle? Bafouilla Léo. Le désespoir évident dans sa voix. Je suis avec ma cliente, dit Antoine, en insistant sur le mot. La vivante Hélène Dubois. La femme que vous et votre sœur avez frauduleusement fait déclarer décédée à des fins de gains financiers. Je crois que le terme juridique pour cela, ajouta-t-il, sa voix baissant, est escroquerie. Et parjure. Et quelques autres délits que je serais heureux de discuter avec vous au commissariat. Il brandit une mallette en cuir. Cette mallette contient une déclaration notariée du docteur Matteo Silva de la clinique Santa Maria en Andalousie, Espagne. Elle contient le dossier médical complet d'Hélène pour les 2 dernières années. Elle contient une copie certifiée de son passeport, réémis par l'ambassade de France à Madrid. Elle contient également un décompte complet de chaque actif que vous et votre sœur avez illégalement liquidé. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Voulez-vous que je continue? Ou en avez-vous assez entendu? Léo était réduit au silence. La combativité l'a quitté, remplacé par le reflet pâle et moite de la défaite absolue. Le granit s'était finalement réduit en poussière. Il regarda le visage sombre d'Antoine puis le mien, inflexible. Et à ce moment-là, il sut que c'était fini. Le jeu était terminé. Le fantôme était réel. Et elle avait un très bon avocat. La première voiture de police arriva. Sa sirène une bande-son lugubre et appropriée à la fin de la vie de mes enfants tels qu'ils la connaissaient. Les agents étaient professionnels, essayant de donner un sens à la situation bizarre dans laquelle ils étaient tombés. Une gardienne partie. Une femme hystérique. Un homme furieux et une femme morte qui était bien vivante. Antoine a tout géré avec un calme magistral. Il a parlé discrètement à l'officier supérieur, à l'écart de la foule, présentant ses qualifications et un résumé de la situation. J'ai vu le visage de l'officier passer de la confusion à l'étonnement, puis à un professionnalisme endurci. Je me suis approché du banc où Chloé pleurait encore. Je ne ressentais pas de pitié. Je ne ressentais pas de haine. Je ressentais un vide immense et froid. J'ai regardé la fille que j'avais élevée. La fille dont j'avais autrefois essuyé les larmes. Et j'ai vu une étrangère. C'est fini. Chloé. Ai-je dit d'une voix neutre. Elle leva les yeux vers moi. Le visage marbré et gonflé. Les yeux suppliants. Maman. Nous pensions que tu étais partie. Nous pensions. Tais-toi. Les joues coupées. Ma voix sèche. N'ose même pas. Ne me mens pas maintenant. Tu ne pensais pas que j'étais partie. Tu espérais que je le sois. Vous avez fait la fête sur ma tombe parce que c'était pratique. Parce que tu voulais un nouveau café. Parce que tu en avais marre d'attendre que la vieille femme meure. Son visage s'effondra. Le mensonge mourant sur ses lèvres. Elle savait que c'était la vérité. La police commença à disperser discrètement la foule. Le spectacle était terminé. Ils escortèrent Léo et Chloé jusqu'à leurs voitures respectives. Ils n'étaient pas en état d'arrestation? Pas encore. Mais ils étaient emmenés pour interrogatoire. Alors qu'un Léo au visage de pierre était emmené, ses yeux croisèrent les miens une dernière fois. Il n'y avait aucun remords en eux. Seulement une haine venimeuse et sans fond. Il ne regrettait pas son crime. Il regrettait seulement de s'être fait prendre. Antoine et moi sommes restés en arrière. Le jardin était calme maintenant. Le soleil couchant projetant de longues ombres dramatiques. Sarah Martin s'approcha de nous.
Son visage infatra d'émotions contradictoires. Je ne sais pas quoi dire. Madame Dubois. Balbutia-t-elle. Votre maison. C'est votre maison maintenant? Sarah. Dis-je. Ma voix plus douce maintenant. Vous et votre famille avez votre place ici. Vous avez pris un soin magnifique du jardin. J'ai regardé autour de moi les roses. La glycine. La maison qui contenait les souvenirs de toute ma vie. C'était toujours beau. Mais ce n'était plus à moi. C'était un musée d'une vie qui n'existait plus. Nous devons y aller? Dit Antoine doucement, posant une main sur mon bras. En nous éloignant de l'avenue des Tilleuls. Je n'ai pas regardé en arrière. La confrontation. Le point culminant que j'avais préparé pendant des mois. M'avait laissé avec un sentiment étrangement vide. J'avais gagné. Je les avais démasqués. J'avais repris mon nom. Mais la victoire semblait creuse. La rage qui m'avait animée si longtemps s'était consumée, ne laissant derrière elle que les cendres froides du chagrin. Le chagrin pour mes enfants. Non pas pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'ils n'avaient jamais été. Le chagrin pour la famille que je pensais avoir. L'amour que je pensais réel. Le trajet de retour vers mon appartement anonyme fut silencieux. L'adrénaline avait disparu. Et à sa place, une profonde fatigue s'installa dans mes os. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demandai-je à Antoine. Ma voix à peine un murmure? Alors que nous nous tenions sur le seuil de la petite chambre beige qui avait été mon centre de commandement. Maintenant, la machine judiciaire prend le relais? Dit-il. Nous déposons les requêtes pour faire annuler la déclaration de décès. Nous entamons des poursuites civiles pour récupérer vos biens. Chaque centime. Ce sera désordonné. Ce sera public. Mais nous gagnerons. Ils ont tout perdu. J'ai hoché la tête, m'enfonçant dans le fauteuil inconfortable. Tout perdu. J'avais retrouvé mon nom. Ma vie. J'allais retrouver mon argent. Mais j'avais tout perdu aussi. Mon mari était parti. Mes enfants étaient partis. Non pas à cause de la mort, mais à cause d'une trahison si profonde que c'était une forme d'anéantissement. La maison était partie. La femme que j'étais autrefois était partie. J'étais en vie. Mais je n'avais pas de vie à laquelle retourner. Je suis restée assise là dans le noir, longtemps après le départ d'Antoine. Le fantôme avait achevé sa hantise. La morte était revenue à la vie. Mais la question qui résonnait dans le silence profond de ma victoire était celle que j'avais écrite dans le livre pour Chloé. Impose ta chance. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. J'avais repris ma vie. Mais maintenant, je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire.